Donc je vais animer cette deuxième table. Je ne vais pas faire très long, je vais même faire très très court, pour dire que simplement en guise d'introduction, que cette table est consacrée aux entreprises libérées du 19e siècle, les coopératives qui ont perduré. Je ne suis pas sûr que les intervenants partageront cette appréciation. On va voir ce qu'il en est. L'idée étant de réfléchir autour des coopératives sur cette deuxième table ronde, sur le lien entre les coopératives et le travail. Est-ce que les coopératives, finalement, sont des organisations tournées et favorables à l'émancipation au travail? Donc c'est le lien entre les deux qui nous intéresse. Et pour intervenir sur ce thème, qui, comme lors de la première table ronde, prendra appui sur des enquêtes et des exemples de terrain, parce que c'est un des axes forts des ateliers Travail et démocratie. De notre côté, nous, ce qui nous intéresse pour discuter du travail, c'est de reprendre le sujet sous l'angle du travail vivant et donc de ce qui se passe aussi dans le réel de l'activité sur le terrain. Donc pour cette deuxième table, interviendront successivement tout d'abord Benoît Moritz, qui est économiste, qui a travaillé énormément sur les scopes. Donc, il est l'auteur aussi de nombreux ouvrages sur la démocratie économique. Et Benoît interviendra sur la question des scopes à partir aussi d'exemples concrets sur les transformations des relations de travail dans les coopératives. Et puis il prendra ensuite la parole à Catherine Wagner, qui est sociologue, qui a également mené dernièrement toute une série de travaux, notamment une série d'enquêtes dans les coopératives sur les questions là encore de travail, et donc ramènera les éléments de ces enquêtes pour justement illustrer à la fois ce qui se présente concrètement et ce que ça peut ouvrir comme champ de réflexion dans ce rapport entre coopérative et émancipation du travail, du point de vue de la transformation sociale à laquelle nous aspirons. Puis enfin, Marie Lesage conclura la table ronde. Marie Lesage, qui est directrice générale de Coop Anam, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, et qui est une coopérative un peu particulière, une des dernières coopératives dans le champ des coopératives, puisqu'elle est tournée vers l'accompagnement des entrepreneurs salariés, voilà, justement, qui cherchent des cadres d'émancipation et d'accompagnement au développement des activités, mais justement sans être auto-entrepreneur, sans être indépendant. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à l'Université du Bien Commun et aux ateliers Travail et démocratie de m'inviter à débattre avec vous de cette question. Les coopératives, est-ce que les coopératives, c'est une condition sine qua non de l'émancipation au travail ou indispensable? On va essayer de répondre à cette question. Et avant de répondre à cette question, je voudrais en poser une autre. C'est pourquoi les gens sont en coopérative aujourd'hui. Alors coopérative en SCOP, je veux dire, surtout SCOP, travail en SCOP, et j'intègre dans les SCOP, bien entendu, les coopératives d'activité et d'emploi qui en sont une forme particulière. Je dirais que là, on a deux cas de figure qui sont relativement simples. Il y a la volonté autogestionnaire à tout prix. Je veux travailler dans une SCOP, je veux que mon travail soit libéré. Et à l'inverse, on a, je dirais, le choix par défaut. J'ai été embauché dans une entreprise et il se trouve que c'est une SCOP. Bon, ok. Et puis quand on pioche un petit peu dans la recherche, quand on fait, on s'aperçoit que, y a, en général, bien sûr, c'est ni noir, ni blanc, c'est gris. On est entre les deux et on est plus ou moins dans ce champ, sur ce curseur. Voilà. Alors, une SCOP, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, je tiens à préciser, souvent on dit c'est une coopérative c'est une société de personnes. Non, c'est une société de capitaux. C'est une société de capitaux avec des règles dérogatoires. Des règles dérogatoires parce que l'objet social est primordial dans la coopérative par rapport à une société de capitaux traditionnelle. C'est l'objet social qui nous réunit, et à partir de ce moment-là, le capital, c'est en quelque sorte un point de passage obligé. On réunit un capital parce qu'on a besoin de répondre à l'objet social, mais on lui délègue un rôle secondaire. Et c'est ce qui explique que le capital est faiblement rémunéré quand il est rémunéré. Et surtout, chose importante, on prend une délibération non pas sur le nombre de parts que chacun détient, mais sur la règle de une voix par personne. Bon. Alors, dans une SCOP, qui est une coopérative particulière dans laquelle ce sont les salariés qui sont propriétaires et dirigeants de l'entreprise, eh bien, on a cette fois-ci quelque chose qui change tout à mon sens, même si ça reste une société de capitaux, c'est qu'en fait, la direction reste comptable devant les salariés. Alors, tout à l'heure a été fait un parallèle démocratie-dictature, j'ai envie de revenir sur ce parallèle qui a été fait.
en disant que, bon, alors d'abord sur la question de la démocratie, je vais donner une définition extrêmement minime de la démocratie. On peut débattre de façon infinie qu'est-ce que serait qu'une démocratie parfaite. Non, là je vais la définir d'une façon très succincte. Une démocratie, c'est, au sens où on l'entend, c'est d'abord une constitution dans laquelle il y a des droits humains fondamentaux qui sont reconnus et qui permettent à une population d'élire des représentants et de les démettre à un moment donné. Bon, eh bien, je dirais que la différence, et cette différence, elle existe, c'est que fondamentalement, une dictature, le dirigeant fait un petit peu ce qu'il veut, alors que dans une démocratie, ben, le dirigeant doit faire, ou la dirigeante doit faire un petit peu attention à ce qu'elle fait, faute de quoi le mandat ne sera pas renouvelé, ou même dans les démocraties les plus parfaites, pourrait être évincé. Eh ben, je pense que dans les scopes et les sociétés de capitaux, c'est exactement la même chose. On a beau tourner le problème comme on veut. Dans une société de capitaux, ben, on a une direction qui est nommée par des actionnaires, mais qui n'a absolument rien à voir, aucun compte à rendre au final, hormis le respect du droit du travail, certaines limites qui heureusement ont été posées, mais aucun compte à rendre aux salariés. Et à l'inverse, dans une SCOP, ben, on a, même si la SCOP reste une société de capitaux, on se trouve dans une situation où le management de la SCOP, par définition, doit faire attention à ce qu'il fait par rapport aux salariés. Donc je pense que Anne-Catherine reviendra tout à l'heure sur les expériences que tu as connues, qui certainement démontrent un petit peu cet aspect dans un sens ou dans un autre, mais on va avoir... Et de ce facto, je crois que c'est, même si on peut dire, ben, dans les SCOP, les salariés sont juridiquement subordonnés, dans la réalité, on s'aperçoit que les choses sont un petit peu différentes et ils sont effectivement citoyens dans l'entreprise. Alors je vais tout de suite écarter un point particulier qui est la question de la SCOP avec un sociétariat minoritaire. Alors je précise que dans les SCOP, vous avez des règles qui font qu'une entreprise est SCOP ou n'est pas. Une de ces règles, c'est le fait que les salariés possèdent plus de 50% du capital et plus des 2/3 des voix. Mais les règles de SCOP ne précisent pas que la majorité des salariés doit être membre de la SCOP, ou que la totalité des salariés doit être membre de la SCOP. Ça, c'est relégué dans les statuts. Donc on a quand même des cas de figure où on a des SCOP qui, heureusement, sont de plus en plus minoritaires aujourd'hui, dans lesquels on a, ben, je dirais, une petite minorité, souvent l'encadrement, qui est sociétaire, et la grosse partie du salariat reste salarié non membre de la coopérative. Je mets de côté ce cas de figure qui est un petit peu plus parti, et on va avoir notre raisonnement, un raisonnement qui va se mener sur ce que j'appellerais une SCOP entre guillemets idéale, celle dans laquelle tous les salariés sont membres de la coopérative, ou tout au moins une grande part avec des règles raisonnables du style au bout d'1 an, on est membre de la coopérative. Donc je vais raisonner là-dessus. Et là encore, on s'aperçoit qu'on a en fait deux types de SCOP archétypes, qui n'existe pas dans la réalité, mais la réalité se trouve entre ces deux bornes. On a ce que j'appelle la SCOP où la direction est instituée. Alors j'entends par là qu'il n'y a que elle qui maîtrise réellement l'entreprise, et puis elle est renouvelée d'un exercice à un autre. Puis en général, l'entreprise va bien, donc ça ne pose absolument aucun problème à personne, jusqu'au jour où elle ne va pas bien, et là on se retrouve dans un drôle de cas de figure. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous ont vu la pièce de théâtre La Coopérative, qui a été produite par la compagnie Le Pas de l'Oiseau. Il y a eu quelques représentations faites en région parisienne. Aussi bien l'auteur que les acteurs ont participé à des scopes, ont essayé de se rendre compte de ce que c'était et ont réussi à faire cette pièce absolument extraordinaire dans laquelle une scope qui tournait un petit peu comme ça par elle-même s'est mal passé. Et ce qui est très intéressant dans cette pièce, c'est qu'en fait le retour s'est fait grâce en renouant avec des règles coopératives. Et puis on a l'autre extrême, c'est ce que j'appelle la SCOP extrêmement participative, et il y a une condition sine qua non, je dirais, qui est celle que tous les membres intègrent, possèdent raisonnablement, je dirais, l'intégralité des enjeux de l'entreprise. Et donc la direction est finalement assez interchangeable, et elle change. Et puis, je dirais que si juridiquement, on est toujours dans une organisation verticale normalement, dans la réalité, cette verticalité, elle est pervertie, au sens où tout le monde est au fait des décisions, tout le monde y participe plus ou moins par la bande, et tout au moins, quand il y a des décisions, en général, elles sont concentrées. Donc, on se trouve dans un schéma dans la verticalité et perverti. Donc, on voit que dans les scopes, on a deux extrêmes, et que dans la réalité, on est presque toujours entre les deux, avec d'un côté plus
de l'autre côté, voilà, c'est une chose qu'on verra. Alors c'est ici, je dirais que les questions d'entreprise libérée, d'holocratie, sociocratie, quelque part nous intéressent, et on peut se demander pourquoi, elle ne serait pas plus utilisée dans les scopes. Je ne sais pas, c'est une question à réfléchir. Alors, dans les sociétés de capitaux, on l'a vu, je crois qu'une des grandes limites de ces expériences, c'est qu'au final, c'est la question du pouvoir, la question des rémunérations, le fait qu'il y a quand même une direction des propriétaires, et que de temps en temps, alors on voit, soit la question de la rémunération est exclue, on n'en parle pas, soit elle est présente, et d'une façon assez pervertie, Upsilon avec les trinômes. J'avais vu aussi dans le livre de Robertson sur l'holocratie son système de jetons, dans lequel il y a des jetons qui sont distribués et les salariés s'attribuent des jetons, et au final, il n'explique pas tellement dans son livre parce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est l'entreprise, le propriétaire de l'entreprise, qui détermine la valeur du jeton et qui fait. Dans les scopes, je dirais que la question des rémunérations, elle existe. En fait, elle est tenue d'une façon un petit peu plus simple, il me semble, que dans les sociétés de capitaux, pour une raison très très simple, c'est que quel que soit le niveau des salaires, les salariés prennent tout, si je puis dire. Il n'y a pas de profit dans la scope idéale telle qu'elle a été décrite au départ. C'est-à-dire qu'il y a la part salariale, de toute façon, la part travail, comme on dit dans les scopes, et de toute façon, les réserves impartageables appartiennent de toute façon au salariat et seront distribuées dans le lot là-dessus. Donc, d'une façon générale, ce que j'ai constaté dans les scopes, c'est qu'on est plutôt raisonnable en salaire, parce que tout simplement, on sait que de toute façon, on s'approprie le tout. Il n'y a rien qu'on laisse à une personne tierce. Mais je ne connais pas d'exemple de scope où le travail a été libéré. Je connais un exemple de SIC, mais je trouve qu'une SIC, c'est quand même un petit peu différent. Je l'apparente plus à une coopérative d'usagers. Alors, c'est une chose, mais personnellement, j'ai un petit peu le sentiment que justement ces modes de gestion de type sociocratie pourraient être assez facilement abordés dans les scopes, intégrés dans les scopes, à moins que ça ne se fasse par la bande. C'est peut-être une question que je pose et qu'on va peut-être chercher, à laquelle on va chercher à répondre. Je terminerai un petit peu mon propos, puisque je vois que le temps court, en disant que je pense qu'il y a une question de l'émancipation au travail qu'on ne doit surtout pas négliger, qui est la question du revenu. Les scopes, oui, c'est probablement la forme d'entreprise dans laquelle ces nouvelles méthodes, cette émancipation du travail peut s'épanouir. Elle ne s'épanouit pas toujours, mais elle peut et elle doit, de toute façon. Et je pense que plus il y aura de scopes dans l'économie, mieux ça sera pour une émancipation au travail à l'avenir. Problème, c'est qu'aujourd'hui, si les scopes progressent énormément, il faut voir qu'on a une progression du taux d'emploi de 6 à 8% à peu près tous les ans, elle reste quand même marginale dans l'économie. On est à 71 000, je prends les derniers chiffres de la CGScope, 71 000 travailleuses et travailleurs dans ces entreprises, tout confondu, SIC compris. Rapportez-le à 26 millions de salariés, on s'aperçoit que c'est quand même une minorité. Donc il faut accélérer cette chose. Alors, je vais être très bref sur la conclusion. Je crois qu'il y a une question de revenu qui se pose. Si on veut développer cette chose, je vous invite à aller voir la proposition sécuritééconomique.org. Sécuritééconomique.org. La sécurité économique, c'est une proposition dans laquelle on dit qu'il y a par travailleuses et travailleurs une allocation qui est donnée de façon automatique, qu'il y a une garantie de revenus qui est donnée de façon automatique, ce qui fait que lorsqu'on crée une entreprise, une SCOP, déjà, même lorsqu'on n'a pas de client, on a déjà du revenu qui est possible, et qui est financé non pas par l'État, parce que de toute façon c'est pas possible en termes de montant, mais par les entreprises elles-mêmes. Donc une espèce de mutualisation de la richesse produite qui permet de sécuriser les revenus. Alors je pense que ça aurait un intérêt relativement fort dans les coopératives d'activité d'emploi où les revenus ne sont pas tout à fait simples, mais en tout cas ça serait d'une façon générale un booster assez extraordinaire pour le développement de ces formes coopératives d'entreprise qui, je pense, sont certainement un atout dans le développement, dans l'émancipation du travail. Donc à la fois un atout pour le développement de ces formes d'entreprise et à la fois pour se décontracter dans cette entreprise vis-à-vis du revenu, commencer à, j'irais, relativiser cette question du revenu en y apportant une sécurité et donc apporter petit à petit une émancipation globale du travail. Mais là, je vous laisse mettre ça en musique. Donc, moi aussi, je remercie beaucoup l'Université du Bien commun
et les ateliers Travail et démocratie pour leur invitation. Donc je vais vous parler de mon enquête. Donc j'ai fait une enquête que je viens de publier les résultats dans cet ouvrage, je fais ma publicité, Coopérer, sur les scopes. Alors en fait j'ai été enquêtée auprès de très nombreuses scopes. J'ai essayé de voir des scopes très diverses. Au départ, ce qui m'intéressait surtout, c'était le modèle initial des scopes, donc les coopératives, à l'origine c'était les coopératives ouvrières de production. Donc j'ai été dans des usines, dans différentes usines qui appartenaient donc à leurs ouvriers. Et ensuite j'ai vu aussi d'autres scopes, donc ça c'était plutôt dans l'ouest, dans le sud et dans la Drôme. Et ensuite j'ai aussi vu plutôt des scopes de services qui sont un peu différents, qui sont montés plutôt par d'autres classes sociales et avec d'autres objectifs en région parisienne, de services, des scopes plus engagés sur leur objet, donc dans d'autres dimensions. Et donc mon but c'était un peu de voir ce que ça changeait quand une entreprise justement appartient à ses salariés. Donc c'est aussi pour ça que je veux m'intéresser aux ouvriers. Comment est-ce que des gens qui finalement n'ont pas vocation à la base à gérer une usine, etc., s'approprient ce rôle, comment est-ce que ça se passe. Donc du coup, comme je viens de le dire, il y a une très grande diversité des configurations, puisqu'une scope, il y a ce modèle un peu du 19e siècle, des ouvriers qui donc décident de devenir leur propre patron. Aujourd'hui, c'est souvent des ouvriers qui reprennent des usines en difficulté, donc ils savent que leur usine est viable et elle est menacée pourtant de fermeture par les fonds de pension des actionnaires, donc ils réussissent à transformer cette entreprise en scope. Mais beaucoup plus souvent, c'est des scopes qui sont fondés ex nihilo, pour prendre les catégories, donc c'est des jeunes, des cadres, qui veulent donner du sens à leur travail et qui décident de s'associer pour créer une entreprise, mais ça peut aussi être des associations qui se transforment en scope, des salariés d'une association qui décident qu'ils veulent prendre les décisions pour leur association. Donc il y a des secteurs d'activité très, très différents. Le point commun de toutes ces entreprises, c'est que c'est le sentiment des salariés qu'il y a un sentiment à un moment que c'est à eux qu'appartiennent leur entreprise. C'est-à-dire que c'est l'idée que celui qui travaille, c'est celui qui est le propriétaire légitime de son outil de travail, c'est celui qui doit pouvoir donner aussi du sens à ce qu'il fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui prend des formes très différentes, évidemment selon les secteurs d'activité, selon les classes sociales, mais qui est vraiment très, très, très commun, puisque finalement, il y a cette idée que à la fois de la propriété du capital et du partage des bénéfices aussi, comme le disait Benoît, puisque les scopes donnent le sentiment forcément de travailler pour soi. Alors, les motivations des salariés, ce qui m'intéressait à la base, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils rentrent en scope, comme le disait Benoît. En fait, c'est très souvent par défaut, finalement. J'ai pas tellement trouvé de cas où, parce que finalement, les jeunes connaissent pas tellement les scopes, ou des jeunes qui rentrent sur le marché du travail se disent, tiens, je vais faire une scope. En général, le plus souvent, ça existe. Ça va peut-être... Ah oui, d'accord. Dans tous les cas que j'ai vus, parce que j'avais fait aussi un questionnaire et tout ça, c'est plutôt à la suite d'une déception. C'est pas forcément l'objectif initial. Alors pour les ouvriers, par exemple, quand ils reprennent leur entreprise en scope, en général, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de repreneur. Même l'IP, la fameuse expérience de l'IP, dans les années 80 à Besançon, les montres LIP qui ont été reprises par leurs ouvriers, en fait, ils auraient préféré un repreneur. C'est faute de repreneurs qui se sont finalement pliés à l'autogestion. C'est ce que montrent les travaux de Guillaume Gourde. Ou alors, par exemple, c'est des jeunes qui travaillent dans des secteurs justement où ils s'engagent, je ne sais pas, dans l'alimentation bio, l'environnement, dans un secteur de l'insertion. Donc, ils font un métier auquel ils croient et ils s'aperçoivent qu'ils sont dans une structure tout à fait capitaliste qui ne correspond pas aux valeurs de ce qu'ils font. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de fonder une scope. Ou alors, j'ai parlé des associations, souvent, les salariés d'une association s'aperçoivent que le conseil d'administration ne respecte plus la vocation initiale de l'association et qu'ils ne se retrouvent plus dans les valeurs de leur conseil d'administration. Et du coup, c'est souvent à la suite de cette première déception qu'il y a une prise de conscience et que des salariés décident de monter collectivement leur entreprise, de se réapproprier leur outil de travail. Et je pense que c'est quand même vraiment important, parce que j'ai trouvé ça passionnant à la discussion tout à l'heure sur les entreprises libérées, l'holocratie, la sociocratie, je me perds un peu dans les... Mais finalement, quand même, ce qui ressort, c'est que
il y a quand même, enfin, quand ça va trop loin, quand les salariés s'approprient trop le pouvoir, la décision, etc., les actionnaires disent stop. Donc, ce qui m'amène à la question de l'émancipation au travail. Il n'y a pas forcément un désir inné, donc, comme je le disais, chez tout le monde, immédiat, de participation, etc. etc. Il faut savoir que participer aux instants de décision, aux AG, à tous les dispositifs participatifs qui sont mis en place dans de nombreuses scopes, ça prend du temps, c'est souvent en dehors des heures de travail, ça prend aussi la tête, enfin, c'est un souci hein, de se soucier pour les profils, les clients, enfin, voilà, des gens qui n'étaient pas forcément voilà, formés en marketing, gestion, qui doivent se prendre des décisions. Donc c'est pas forcément toujours désiré par tous les salariés, ça peut être pesant, ça peut être stressant, donc ça peut aussi être source de choses qui sont difficiles à vivre, et il m'a semblé que, en plus, ça réactive aussi certaines inégalités. Souvent les cadres, comme quand je dis naturellement, c'est avec des guillemets, hein, du fait de leurs expériences professionnelles, de leur socialisation, etc., ils vont se trouver plus naturellement dans les instances de décision, dans les commissions, ils vont prendre la parole, etc. etc. Plutôt les hommes aussi, dans les AG, hein, la parole est quand même souvent monopolisée par les hommes. Donc ça peut être un premier constat un peu pessimiste, mais ensuite, en creusant un peu, je me suis aperçue que finalement, c'est peut-être plutôt des définitions différentes de la participation qui se jouent. C'est-à-dire que pour les ouvriers, notamment, que j'ai vu dans les usines, ce qui est important, c'est pas forcément ce qui se passe à l'AG, souvent ils me disent qu'ils s'y ennuient, bon, même si, voilà, mais c'est sur le lieu de travail, justement. Et eux, pour eux, la SCOP, c'est le moment où, justement, ils veulent prendre des décisions sur leur lieu de travail, sur leurs outils de production, sur leur manière de s'organiser, sur la gestion de leur temps de travail. Les tensions sur le temps sont très importantes. Et je pense qu'il y a aussi des conflits sur ce que c'est que la démocratie d'entreprise, qui ne correspond pas, c'est pas la même chose pour les cadres et pour les ouvriers, c'est pas la même chose non plus pour les hommes et pour les femmes, parce que les femmes, je me suis aperçue que, enfin voilà, on a l'impression qu'elles sont invisibles dans certaines des usines que je voyais, et elles ont un rôle hyper important, mais dans d'autres dimensions. Voilà, les SCOP, il me semble, il y a un processus, l'émancipation, c'est peut-être pas donné immédiatement par la structure juridique, mais il me semble qu'il y a un processus hein, qui se met en place dans toutes les SCOP, où de fait, chacun finalement recrée sa place. Je pense qu'une des choses qui fait que les SCOP peuvent justement fonctionner comme outil d'apprentissage de la démocratie d'entreprise, c'est justement ces désaccords sur ce que c'est que la participation, ce que c'est que la démocratie. Parce qu'il y a pas mal de débats, enfin c'est des entreprises où on parle beaucoup et où il y a aussi des désaccords, mais c'est aussi peut-être ce qui peut leur permettre de participer de ce processus d'apprentissage et d'émancipation. Bonjour, merci à l'Université des Faits, je remercie aussi comme mes acolytes, l'Université du Bien Commun et puis l'Association Travail et Démocratie. Donc moi je suis Marie Lesage, je suis actuellement en effet dirigeante de Copanam, coopérative d'activité d'emploi. Nous sommes les dernières nées du mouvement coopératif. Elles se sont créées dans les années 80 en Rhône-Alpes et elles sont remontées à Paris, on va dire en Ile-de-France dans les années 2000. Et donc nous, Copanam, donc on est né, comme on le dit, c'est Panam, dans les années 2003. Et la volonté en fait des coopératives d'activité d'emploi, c'est d'accompagner des personnes qui avaient envie de créer une activité, mais pas sous un modèle, on va dire, seul. C'était plutôt comment, en collectif, on va s'accompagner, on va se créer ensemble notre outil de travail et notre mutuelle de travail. On appelle ça aujourd'hui notre mutuelle de travail. Aujourd'hui, nous sommes 550 en fait, sociétaires, coopérateurs de Copanam, et nous sommes 35 salariés pour la faire fonctionner. Entre 6 établissements qui sont en Ile-de-France. Donc notre secteur géographique est l'Ile-de-France et on a un établissement au Mans. Moi, ce que je voulais exprimer en fait aujourd'hui, c'était en effet vous montrer, vous expliquer un peu ce qu'on a entamé comme procédure dans notre organisation du travail de la coopérative pour la faire fonctionner et qu'on se revendique dans notre message politique. Nous sommes une organisation militante, innovante, qui expérimente aussi un nouveau rapport au travail, puisque les personnes qui rentrent dans la coopérative sont entrepreneuses et entrepreneurs salariés de leur activité. Et donc on se crée des protections communes, puisqu'on utilise entre guillemets la forme salariale pour se protéger et être protégé. Mais surtout, on a ces principes coopératifs qui sont, on se forme tout au long de la vie, on sécurise notre parcours mutuel, de parcours professionnel. Et puis dans la coopérative, on a tout secteur d'activité, on se dit généraliste parce qu'il y a des coopératives d'activité d'emploi qui sont spécialisées, métier du bâtiment,
bâtiments même, ou d'autres sur la culture. Nous, on a des jardiniers, des jardinières, on a je ne sais pas si c'est dit jardinières, mais c'est pas grave, des cuisiniers, des cuisinières. Nous sommes 65% de femmes. Alors ça s'est fait comme ça, c'était pas une volonté, mais on se revendique féministe. Et puis, on ne peut pas accueillir les activités réglementées. Donc les activités réglementées, c'est tout ce qui est médecin ou métiers médicaux, tout ce qui est autour du juridique. Mais tous les autres métiers, à partir du moment où on peut les assurer, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans la coopérative, on peut être multi-activité, on peut arriver en tant que rédacteur et en même temps on va développer une autre activité qui va être danseur, danseuse. Voilà, on peut être multi-activité dans la coopérative à partir du moment où on va pouvoir s'assurer cette activité. Ce que je voulais exprimer dans nos statuts, on a aussi des principes démocratiques, en effet, comme toute coopérative, c'est qu'on va avoir des outils, ou entre guillemets, des instances de direction mutuelle, où il va y avoir une codirection, il va y avoir en effet des coprésidentes, il va y avoir des commissions, des comités où on va pouvoir discuter tout au long de notre vie, de la stratégie de la coopérative, de là où on veut aller, comment on veut y aller. Et on discute beaucoup à Copanal de ces questions de l'émancipation au travail. C'est quelque chose qui nous alimente. Et l'exemple que je vais vous donner là, c'est plutôt nous, comment dans l'équipe, on s'est retrouvés à un instant T en 2020-2021 sur des points de blocage de notre organisation interne, où on n'était plus en accord. On n'était plus en accord parce que surcharge de travail, parce que manque de personnes dans l'équipe, parce que Covid, parce que une crise de la direction générale. Nos mandats de codirection sont de 3 ans maximum, renouvelables une fois, donc 6 ans on peut dire. Et à un moment donné, on s'y retrouvait plus en fait en termes de surcharge de travail, d'outils même numériques qui faisaient qu'on se sentait plus très bien. Et donc on a décidé collectivement qu'il fallait que avec le CSE, donc on a un comité social et économique, puisque nous sommes plus de 500, on est à peu près 400 salariés, 420 sociétaires, et donc on s'y retrouvait plus. Et on s'est dit qu'à un moment donné, dans notre équipe, l'équipe interne, on appelle ça l'équipe interne, comment on allait rediscuter de nos conditions de travail, notre surcharge de travail, et on a décidé avec le CSE de lancer une étude avec des psychologues du travail pour nous questionner. Et cette étude qui a été menée par des questionnaires internes, c'est l'équipe qui se l'est réappropriée, c'est-à-dire qu'elle est repartie suite à l'analyse des psychologues du travail. Ça nous a, il y a eu un petit électrochoc, on va dire, qu'on s'est rendu compte que notre collectif était abîmé, et on s'est dit, si on veut relever la tête et si on veut continuer à travailler, à être engagé, parce que quelque part dans l'équipe, il y a en effet, on pourrait dire, et on le dit, un surengagement, ça c'est clair, comment on le dépasse. Et donc ce questionnaire a été constitué par un groupe de membres de l'équipe, et on l'a analysé. On a pris 2 jours ensemble pour se dire, on a re-questionné nos pôles. Nos pôles, on a des pôles d'organisation type pôle accompagnement, parce qu'on accompagne les entrepreneurs salariés, le pôle informatique, le pôle affaires sociales, le pôle commercial, et on s'est dit comment on rediscute ensemble de notre organisation, de notre travail, de nos pôles, et de comment on se sent dans la coopérative. Et ça aboutit à un changement aujourd'hui qu'on a pris ensemble. On a pris des décisions ensemble à partir de septembre, de se dire comment on prenait aussi les décisions. Bien sûr, il y a une codirection avec une coordination qui est une forme on pourrait dire, d'instance collégiale comme toute société. Nous, on est une société anonyme puisqu'on est nombreux, et à un moment donné, quand on a décidé d'être en scope société anonyme SA, il fallait qu'il y ait un conseil d'administration. Et donc toutes ces instances de gouvernance, on s'est dit qu'à un moment donné, sur la prise de décision, comment on la revoyait ensemble dans l'équipe. Et ça nous a permis de prendre des décisions et de rediscuter le fait qu'il n'y avait pas de chef de pôle, il y avait des référents de pôle, et comment ils étaient nommés, ces référents de pôle, qui allaient ensuite dans la coordination, qu'on appelle notre coordination, c'est notre instance de décision collégiale en fait, de comment on fait fonctionner la coopérative. Et donc c'est bien les référents de pôle, soit ils ont été tirés au sort, c'est-à-dire que certains pôles, le pôle accompagnement a décidé que leur référent serait tiré au sort, il accepte ou il n'accepte pas, mais elle a accepté en tous les cas, sur cette dimension expérimentale délimitée dans le temps, et d'autres ont décidé qu'ils seraient nommés parce qu'ils avaient une légitimité sur l'ancienneté, et d'autres ils n'avaient pas forcément d'avis, mais ils trouvaient que la personne qui était en place était légitime pour les représenter
au sein de notre coordination. On l'a testé depuis octobre, on va l'analyser ensemble en juillet, mais aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est on n'était plus en accord sur soit les modes de prise de décision, soit sur la transparence, soit sur la transparence en termes de décision plutôt, hein, pas sur les modes pas sur les, comment dire, plus le besoin de clarification des décisions. Et ça a vraiment changé le fait que depuis octobre, nos décisions sont plus claires, sont plus collégiales, enfin consentement, ça l'était déjà, mais c'est beaucoup plus fluide. Et on a une équipe apaisée, c'est elle qui le dit, il y a un sentiment d'apaisement, un sentiment d'écoute, un sentiment de prise en compte et surtout de décider ensemble de notre organisation du travail, avec comment elle va s'améliorer. Il y a des côtés négatifs aussi, parce que ça prend du temps ce débat, et on prend du temps de débat. Mais ça fait partie de la coopération et de la coopérative. Et on l'a aussi avec tous les membres de la coopérative, qui soient les entrepreneurs salariés, où on a bien nos assemblées générales, nos universités de printemps, des comités, des commissions, où c'est eux qui sont partie prenante de l'organisation générale de la coopérative. Le prochain questionnement qu'on va avoir ensemble, c'est en effet notre niveau de rémunération ou le temps de travail. C'est-à-dire, est-ce qu'on rediscute de notre temps de travail? Enfin, c'est pas c'est comment on rediscute de notre temps de travail et de nos rémunérations. Parce que pour certains, en effet, c'est une question prioritaire et on va le mettre en débat dès octobre dans l'équipe, en tout cas. Notamment, il y a des boîtes qui sont très grandes et moi, j'arrive pas à imaginer une AG à 20 000 personnes, quoi. Et donc, je me pose beaucoup cette question de comment faire passer à l'échelle le fonctionnement de la SCOP. Et un deuxième aspect que vous avez abordé un petit peu, c'est que dans l'entreprise, il y a des gens qui ont plus de savoir du fait de leur ancienneté ou du fait de leur formation, et donc du coup qui vont avoir une préemption sur les décisions. Et comment ça s'est géré? J'ai un peu travaillé sur les scopes, mais en fait j'ai une question qui rejoint un peu la précédente, je pense, sur la question de la taille critique. Est-ce qu'il y a une taille critique à partir du moment, est-ce que dans vos enquêtes, dans votre travail, dans votre expérience, je pense que les trois personnes pourraient répondre, il y a un moment donné où il y a une forme de basculement sur le mode de gouvernance, et puis comment vous faites le lien entre la démocratie participative type SCOP et puis ces nouveaux modes de gouvernance qui ne sont pas si nouveaux que ça, mais qui sont quand même un peu plus récents que historiquement la coopérative, qui sont justement la sociocratie, la docratie et les différents outils d'intelligence collective qu'on peut utiliser. Quand tu dis, si j'ai bien compris, que dans les coopératives, même si c'est pas prévu dans les statuts, il y a quand même plus de participation des salariés à la prise de décision concernant leur propre travail, ça se fait même si c'est pas institué, en gros. Est-ce que ça voudrait dire, selon toi, que bon, finalement, voilà, la démocratisation de la gouvernance permet de démocratiser aussi le travail et il n'y a pas forcément besoin de rajouter des outils, des technologies démocratiques du style de celles qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont développées par les managers libérateurs, entre guillemets, et que donc voilà, la gouvernance, démocratiser la gouvernance, ça suffirait à démocratiser le travail, ou bien est-ce que tu penses quand même qu'il y aurait un sacré manière de radicaliser la démocratie dans les coopératives, qui serait finalement de passer, moi c'est mon point de vue, de passer d'une démocratie représentative à une démocratie plus directe, avec en instituant la participation des travailleurs à toutes les décisions qui les concernent, y compris les décisions d'organisation quotidienne du travail. Démocratie représentative, c'est le modèle de la Confédération Générale des SCOP, qui estime que voilà, une fois par an, l'associé décide, en votant à l'Assemblée Générale, mais le reste du temps, il obéit à son manager. En gros, c'est un des cas extrêmes de SCOP, et j'en ai vu des comme ça. Et puis, il y a d'autres SCOP que j'en ai vu aussi, donc notamment, j'ai enquêté avec une SCOP très médiatisée, les anciens Fralib, SCOP TIR, et eux, ils essaient vraiment d'impliquer au contraire les salariés dans toutes les décisions qui les concernent, jusqu'au logo de la boîte, les 13 francs ici, jusqu'au salaire, enfin voilà, tout est décidé collectivement. Mais en fait, voilà, pour répondre
cette opposition, elle ne marche pas complètement dans les faits. C'est-à-dire qu'à Skopje, de fait, bon, tout le monde essaye de s'emparer de tout, mais alors c'est pas les cadres, c'est plutôt du coup les syndicalistes qui avaient déjà l'habitude, qui réfléchissent depuis longtemps à toutes ces choses-là, qui de fait quand même se retrouvent en position d'un peu plus décidée que les autres, même s'ils font tout pour impliquer tout le monde dans les décisions. Et dans l'autre entreprise que j'ai vue, qui vraiment, soi-disant, a un modèle très hiérarchisé, etc., ça ne marche pas non plus parce que les salariés sur le lieu de travail, d'ailleurs les cadres ça crée des tensions. Voilà. C'est pas participatif au sens où les salariés ont le droit de tout dire, etc. Mais de fait, ils sont tout le temps en train de contester, de râler, mais ils tiennent beaucoup à donner leur avis en fait. Et c'est quelque chose qui est contesté par les cadres, qui disent mais ils ne sont pas compétents, etc. Il y a aussi tout un débat sur qui c'est en fait. Le savoir, la question du savoir, elle n'est pas non plus fixée. C'est pas forcément les managers qui savent le mieux comment ils font organiser le travail. Enfin, c'est ce que disent les ouvriers qui ont l'impression qu'ils savent un peu mieux ce qui serait efficace, etc., etc. Donc, il y a aussi des conflits sur ce que c'est le savoir. Et donc je dirais que sans doute que ce serait bien de rajouter des outils plus formalisés, etc. Mais les outils ne suffisent pas en soi et que c'est quelque chose qui se discute et qui est un peu en tension aussi bien dans les scopes les plus militantes et les plus égalitaires, etc., que dans les scopes qui voudraient être le plus hiérarchiques possible et qui ne le sont pas tant que ça finalement quand on regarde de près. Est-ce qu'il y a une taille idéale? Nous, dans les coopératives d'activité d'emploi, on est 150 en France. Copanam est la plus grosse, on a été jusqu'à 850 entrepreneurs. On est redescendu à 500, 550. Bon, après, c'est parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu aussi le fait qu'on a changé notre modèle économique parce que notre modèle économique est fragile, malgré tout. Et en effet, à chaque assemblée générale, où aujourd'hui on est 420 associés, il y en a 80, 90 en fait qui viennent. Mais c'est déjà pas mal. Et quand on fait rentrer les personnes dans la coopérative, en fait, on insuffle cette culture coopérative. On a bien, nous, dans toutes les coopératives d'activité d'emploi, quasiment, cette histoire de qui va animer la vie coopérative. Ça s'apprend la coopération, c'est pas inné en fait. Et c'est ça, c'est aussi de donner envie aux personnes qui rejoignent les coopératives, de dire, alors c'est toutes les valeurs autour, en effet, de l'émancipation, de l'égalité femmes-hommes, contre le sexisme. Enfin, il y a quand même toutes ces valeurs qui sont portées, enfin nous en tout cas, je pense dans d'autres coopératives aussi évidemment, mais c'est quelque chose qui est porté dès qu'on arrive. On arrive en disant, nous en tout cas dans Copanam et dans des autres coopératives, c'est quoi les valeurs qu'on va porter, mais vous allez aussi vous essayer à la coopération, et si ça va pas, entre guillemets, nous on dit c'est pas grave, au moins on aura distillé une graine qui partira ailleurs, mais on se dit, la personne elle aura au moins essayé cette coopération et de se dire, ouais, c'est quoi aussi le rapport au travail, les méthodes coopératives on utilise, comme vous disiez, est-ce qu'on utilise l'holocratie, la sociocratie? Oui, à chaque entrée par groupe de personnes, on montre ce que c'est que ces outils-là. On l'utilise aussi dans nos modes de décision, dans le mode de décision par consentement. Et puis, quand vous parliez aussi, est-ce qu'il y a le sachant et l'histoire du sachant Et ben c'est vrai que c'est pas automatique d'arriver comme coopérateur, et les membres de l'équipe ils arrivent, ils savent pas ce que c'est que les scopes et les coopératives, et c'est tout un apprentissage qu'on fait, et les entrepreneurs salariés c'est aussi tout cet apprentissage de ben non, toi tu es légitime à intégrer le comité formation ou le comité éthique, et donc tu vas être tiré au sort, et donc il y a un tirage au sort à l'assemblée générale parce qu'il manque de personnes, et les personnes elles se disent oh là là mais moi je suis tiré au sort mais je suis pas légitime pour être au comité éthique ou au comité formation. Et bien si, et soit elles acceptent et on a tout un apprentissage et une formation, et ils repartent avec des savoirs. Et ça ne veut pas dire qu'ils étaient des spécialistes de la formation professionnelle, mais voilà, c'est tout un processus pour les amener à se dire ils sont légitimes. On a un manque aujourd'hui, c'est comment on améliore cette histoire de transfert, aussi de capitalisation de ces éléments, parce qu'on a du mal à les transférer, et on aimerait plus de radio, plus de vidéos, mais on n'a pas tout ça. Je reviens encore sur ce parallèle que j'ai fait sur démocratie et dictature. Je pense très sincèrement, et aujourd'hui c'est quelque chose qui se pose dans notre vie politique, que le régime de la démocratie minimale tel qu'il existe aujourd'hui est largement préférable à celui de la dictature. Eh bien j'aimerais que dans nos réflexions, on ait au moins cette idée de dire, ben oui, la démocratie scope, telle qu'elle soit, avec les limites qui existent, et y compris celles posées par celles de ses dirigeants, elle est préférable au régime de la société de capitaux dans lequel la position du salarié c'est tais-toi ou on t'invite à parler dans le cadre de certaines entreprises libérées.
Au contraire, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même un fondement qui est extrêmement important. J'aimais bien à une époque le titre de la CGSCOP, leur baseline, c'était « La démocratie nous réussit ». Je la trouvais extraordinaire d'un point de vue politique, parce qu'elle disait finalement la démocratie d'entreprise n'est pas un obstacle à la réussite économique. C'est un petit peu ce que le slogan voulait dire, et qui se traduit par la hausse de leurs effectifs, d'ailleurs, sur ces 20 dernières années. Ils ont adopté ce slogan il y a 20 ans, et je crois qu'il s'est confirmé dans le temps. Donc, je pense que c'est important, et en même temps, tout comme du point de vue politique, nous travaillons à faire améliorer nos démocraties aujourd'hui, et il y a un travail, il faut admettre qu'il y a ce même travail à mener dans les SCOP, dans les coopératives, et ça n'est pas un travail simple parce qu'il n'est pas blanc ou noir, il est toujours quelque part entre les deux, et moi tout ce que le rapport de Anne-Catherine nous a apporté, moi il me remplit d'énormément d'espoir, parce que grosso modo tu confirmes un petit peu des hypothèses que j'avais émises, toi tu les confirmais sur le terrain, moi ça fait longtemps que j'étais sur le terrain, mais tu les confirmes, tu dis même dans des grosses coopératives, je crois savoir laquelle tu faisais allusion, il y a des conflits, mais les salariés ont de facto la parole parce que c'est ça. Alors ensuite, la question de la taille. Ben, elle rejoint un petit peu celle-ci. Je pense très sincèrement qu'il n'y a pas de limite de taille à une coopérative. Dans la théorie telle qu'elle est définie. On l'a définie comme une société de capitaux dans laquelle il y a une règle, c'est que les salariés doivent être majoritaires au capital. Bon, sur le fond, ça peut s'appliquer à une entreprise de 20 000 personnes. C'est pas quelque chose qui est absurde en tant que tel. Évidemment, on aura un schéma qui va être très vertical. Alors, en France, qu'est-ce qu'on a? Ben, en France, on a, c'est vrai, l'exemple, je pense qu'on parle d'une SCOP industrielle, 2300 personnes à peu près, si tu es en Normandie, on parle de ça, voilà. Bon, c'est peut-être la SCOP la plus importante industrielle, on en a d'autres, c'est le chèque déjeuner dans le service, on en a d'autres, c'est SCOP Elect très particulier, où on est à plus de 3000, mais c'est pas forcément le sujet à aborder en ce moment. On a eu des exemples, par exemple, comme une société qui était autrefois une SCOP, qui était Essilor, qui aujourd'hui est coté, enfin fusionné avec Exotica, mais ça n'est pas la question de la taille qui l'a bloqué, c'est la question de la mobilisation des capitaux, c'est ça qui l'a amené à se transformer. Donc je crois que c'est ça qu'il faut dire et redire. Donc il n'y a pas d'obstacle théorique à une grosse COP. Et moi je vous renvoie de l'autre côté de la frontière avec l'Espagne, à Mondragon, où on a des groupes, le groupe coopératif Mondragon, qui emploie à peu près 70 000 personnes, donc on a un groupe de la taille du CAC 40, vous me direz, c'est pas une entreprise unique, vous avez raison, c'est une fédération d'une centaine de coopératives, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, et est-ce qu'on ne peut pas penser une démocratie formelle sur une très grosse coopérative qui commencerait à se décliner en démocratie de business unit à l'image de Mondragon? C'est des réflexions à avoir, je crois. Mais encore une fois, sur la question de la taille, surtout ne désespérons pas, et je ne vois pas en quoi il y aurait une limite qui ferait que les SCOP seraient toujours l'apanage des petites sociétés, ce qui est d'ailleurs complètement faux. Parce qu'en réalité, vous avez autant d'entreprises de taille intermédiaire SCOP que proportionnellement que d'entreprises de taille intermédiaire non SCOP dans l'économie en termes de pourcentage. Là où en France ça manque, ben, c'est sur les grandes entreprises. Voilà. Je suis convaincu aussi, tout autant que toi, qu'il vaut mieux une forme minimale de démocratie qu'une dictature. Pour autant, la question de taille, ce serait bien quand même de ramener des éléments un peu concrets, parce que du point de vue du fonctionnement organisationnel et de la place que peuvent avoir les salariés dans les décisions, on peut faire l'hypothèse a priori, mais justement, ce serait intéressant d'avoir les résultats d'enquête très précis là-dessus, qu'une entreprise comme Mondragon et une petite SCOP de quartier, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas les mêmes. Bon. Qu'est-ce qui se joue dans les prises de décision? C'est quoi les objets de décision? Les décisions d'investissement qui les prend? Est-ce que chaque salarié discute de tout? Bon. Ça, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Et forcément, il se joue potentiellement des tensions autour de ça. Bon. Après, il y a une deuxième dimension moi, que je mettrais bien en discussion, que je trouve vous avez abordé, mais presque implicitement. Il y a des choses qui ont été dites, mais le lien direct n'est pas explicité. C'est justement le lien entre la forme organisationnelle SCOP, pour moi c'est un peu la même chose que sur la précédente table ronde d'ailleurs, et la question du travail. La question du travail en tant qu'activité de travail au quotidien, ce à quoi les gens sont confrontés, ce dans quoi les gens sont pris, dans les objets qu'ils ont à travailler. Voilà. Et donc si l'émancipation c'est un processus, et que c'est un processus qui part d'abord du vivant,
forme organisationnelle, qu'elle soit SCOP ou SA, etc., ça relève, est foncièrement hétéronome dans sa logique, à la logique du travail vivant. Donc la liaison entre ces deux plans qui sont très hétéronomes, elle ne va pas de soi. Et donc le lien entre la forme organisationnelle SCOP, donc la possibilité de s'exprimer sur le fonctionnement de l'organisation, dont on voit qu'il implique une activité de travail, c'est-à-dire du temps à consacrer, des compétences à développer, quand on prend des responsabilités, un accompagnement, etc., que il peut en générer des tensions en tant que tel. Quand ça s'accumule à une autre activité qui est celle du travail qu'on a à faire, et dont, par moment, enfin moi je sais que dans mon activité, il y a des moments où j'aurais pas le temps j'aurais pas du temps à consacrer dans le fonctionnement du cabinet dans lequel je travaille, parce que quand je suis à fond sur un rendu de rapport et que ça me prend 12 heures par jour pendant une semaine ou 10 jours, voilà, j'ai plus le temps. Bon. Donc quand ça doit se cumuler comme ça, voilà, ce lien entre les deux, ça ne va pas forcément de soi non plus. Donc j'aimerais bien vous entendre aussi autour de ça, surtout qu'on a aussi quand même des exemples. Moi j'en connais, j'ai en tête des situations que j'ai pu voir du côté de SCOP ou du côté associatif, où il y avait aussi une forme, d'une certaine manière, d'homogénéisation des équipes, parce que certaines personnes ne se reconnaissaient pas dans ce fonctionnement, ils ne voulaient pas entendre parler de ça, ils voulaient un travail salarié avec un cadre qui est défini, qu'on ne leur demande pas de discuter, mais qu'il y ait des bonnes décisions qui tournent, mais qu'ils ne soient pas pris là-dedans. Voilà, donc ce lien-là, comment vous le travaillez-vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu voir dans vos enquêtes? Julien a dit la participation, c'est un travail. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que le travail n'est pas la principale forme de participation à la vie de l'entreprise? Parce que c'est quand même bien, c'est des entreprises de production, de biens ou de services, donc le travail, c'est à la base pas seulement le travail comme création de valeur qui va enrichir soit les profits, soit autre chose, mais le travail concret, le travail de production. Et donc, je me dis, mais dans le travail, il y a une dimension politique. Parce que un travailleur, un collectif de travail, il fait des choix. S'il veut respecter, par exemple, le milieu social, le milieu écologique, dans quelle mesure les SCOP, les coopératives, sont-elles pas les formes les plus adéquates pour saisir cette dimension politique du travail et la prolonger par la participation au fonctionnement, etc. Et là, moi je verrais très bien le lien direct entre la démocratie dans le travail, la dimension politique du travail, et la démocratie plus instituée, qui permet de faire fonctionner la coopérative, justement pas sous la forme d'une dictature, mais sous la forme d'une démocratie. Mais moi je chercherais à développer d'autres formes, des formes supérieures de démocratie, en partant de la démocratie dans le travail. Je pense que aussi bien la table ronde passée que celle présente la question très importante de la fin de la subordination du travail. Et je crois que ce qui a été ajouté, parce que ça n'a pas été du tout le cas évoqué dans la présentation passée, c'est que les liens de subordination ne se cantonnent pas uniquement aux liens de subordination capital-travail, mais aussi à la question de l'égalité homme-femme. Et je ne sais pas s'il y a eu, ça n'a pas été évoqué la question de la race, mais s'il y a une question raciale à être évoquée dans les cas des scopes que vous présentez. Et si vous pouvez en parler un peu plus, je ne conçois pas le lien de la fin du lien de subordination sans l'imbrication de ces autres dimensions. Je suis psychosociologue clinicienne et j'ai soutenu une thèse sur ce qui fabrique le burn-out dans les organisations, que j'analyse notamment... Ah oui, peut-être plus près. Oui. Et donc, oui, psychosociologue clinicienne, longtemps en entreprise, et maintenant en CAE, et j'ai soutenu une thèse sur la fabrique du burn-out, c'est-à-dire ce qui produit le burn-out dans les organisations,
Et j'analyse très rapidement dans un écart entre la promesse et la réalité. Ceci étant, moi j'aimerais apporter un témoignage aussi sur... ça fait 2 ans que je suis en CAE. Ce que je vois en CAE, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont des femmes ou des personnes handicapées, c'est-à-dire des gens qui ont des contraintes et qui ont trouvé cette forme de travail pour répondre à ces contraintes parce que les formes d'organisation autres ne savent pas s'adapter à ça, malheureusement, alors que ces gens-là ont des choses fantastiques à apporter. Et donc ces personnes-là, elles font un travail qui est rémunéré à peu près quand vous facturez 100, vous récupérez 55 à peu près, vous voyez, 55% de ce que vous facturez. Et en termes de temps de travail, il y a beaucoup de temps passé à de la communication et de la gestion. Donc comment est-ce que cette forme d'activité peut-elle être émancipatrice pour des personnes qui sont en fait un peu précarisées, sachant que c'est super dur de se faire ne serait-ce qu'un SMIC, et que le temps de travail il est complètement illimité, et qu'il faut tout faire en fait, et que vous passez très peu de temps sur votre cœur de métier en ayant ce type de structure-là. Donc là encore, moi j'entends un écart entre la promesse, et franchement j'étais la première à y croire, et je trouve ça super, et la réalité. Je suis architecte, je travaille sur des alternatives urbaines dans le cadre d'un master. Donc je suis absolument ignorant de tout ce dont vous parlez cet après-midi, mais je suis un petit peu étonné en quelque sorte que l'ensemble de ces discussions d'organisation dans la période actuelle qui nous impose de réviser un peu notre vision du monde quand même, ne se pose pas justement sur fond de redirection écologique pour faire court, parce qu'il y a quand même là-dessus un virage à prendre qui est absolument urgent, massif, incontournable, et dans lequel les entreprises sont une partie prenante absolument décisive. Et là-dessus, évidemment, la question du chemin, de la méthode, on peut, scope, pas scope, on voit bien démocratie ou dictature, on préfère la démocratie, mais l'enjeu reste quand même que cette démocratie arrive à concevoir un mode de civilisation qui soit à peu près durable. Et pour l'instant, ce qu'on voit des démocraties étatiques et nationales ne prend absolument pas ce chemin-là. Et je ne vois pas tout de suite comment, à l'échelle des entreprises, on peut arriver effectivement à travailler sur cette question de la redirection des objectifs eux-mêmes. Mais c'est un problème de destruction des modes d'existence psychiques, etc. Donc ils sont moralement absolument intenables. Donc comment on fait dans les entreprises, quels sont les leviers, comment on arrive à adosser ces questions d'organisation qui me paraissent décisives, parce que ça organise la vie de millions de gens. Et comment on arrive à les adosser un petit peu sérieusement sur la redirection des objectifs eux-mêmes. Donc chrono, alors il y a un syndicat qui vient de se créer il y a 2 ans et qui présente ses premières listes qui s'appelle Printemps écologique et qui justement dont l'objectif, la raison d'être est de changer la stratégie dans les entreprises pour être plus écologique. Lien de subordination, femmes, race, etc. Alors c'est vrai qu'on est plus de femmes et ça s'est fait comme ça. L'étude qu'on a menée sur les revenus en 2018, où les femmes gagnaient plus que les hommes dans la coopérative, parce qu'elles se regroupaient. Elles avaient cette dimension de regroupement, de travailler ensemble, donc elles gagnent plus que les hommes. Après, en termes de nos modes de gouvernance, c'est inscrit dans notre mode d'activité. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les femmes au conseil d'administration parce qu'on sait que naturellement, elles ne vont pas se présenter au conseil d'administration. Donc, il faut qu'elles soient majoritaires. Les coprésidents, c'est inscrit. C'est-à-dire que c'est une femme qui sera présidente de conseil d'administration de la coopérative. Et, on a encore du chemin à faire, on en est conscient sur notamment quand vous parliez de la précarité. Nous, on sait bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas choisi d'entrer en coopérative. Elles sont rentrées comme entrepreneuses salariées parce qu'elles n'avaient pas trouvé d'emploi salarié classique et qu'elles se disent c'est un pis-aller en fait. Mais c'est la même chose que micro-entreprise. Elles décident de constituer une micro-entreprise et puis au final ça ne correspond pas. On sait bien que le fait de rentrer dans la coopérative ne convient pas à tout le monde.
Par contre, en termes de cotisation, on ne parle pas de charge, c'est vrai qu'on parle de cotisation, mais on défend le modèle de dire on se crée quand même une protection sociale quand on est entrepreneuse salariée, même si c'est difficile de pouvoir développer dans de bonnes conditions son activité. C'est pour ça que nous, on accompagne en tout cas dans la coopérative les personnes à mieux vendre, à mieux commercialiser. Et on se rend compte, et c'est un atelier qu'on va mettre d'ailleurs en place, c'est comment en tant que femme je prends la parole, parce qu'au final, je ne vais pas défendre mon prix de la même manière qu'un homme. Et ça, c'est concret, et on le voit dans d'autres structures, c'est pas que les coopératives. Sur les races, en effet, on n'est pas très mélangés. Quand je caricature, mais c'est plutôt en effet blanc, plutôt âgé. On n'est pas très jeune dans la coopérative. C'est vrai qu'en ce moment, on n'attire pas forcément les gens. On a plutôt des personnes en reconversion professionnelle. Ça, énormément. C'est plutôt des personnes qui ont eu une vie avant et qui changent d'activité ou qui se reconvertissent et qui se disent la coopération et la coopérative. Après, sur l'écologie, si nous, on a vraiment ces problèmes-là et cette question-là se pose par des collectifs de dire comment localement on va travailler. Dans les coopératives locales, elles travaillent sur les circuits courts et elles ont un impact et elles veulent travailler sur leur impact écologique. Oui, sur la question de la taille, parce que parmi les entreprises, donc j'ai parlé des Scopti, la petite entreprise très militante, etc. Et j'ai aussi vu une très grosse entreprise de plus de 1000 salariés, donc dans l'ouest de la France, qui fabrique des câbles, je l'ai appelé Câblor, et c'est même une multinationale, puisqu'il y a 1000 salariés en France et 1000 à l'étranger, donc c'est pas 20 000, mais c'est quand même une très grosse entreprise. Et au début, c'est vrai que c'est pas du tout le fonctionnement de Scopti, c'est pas du tout un fonctionnement d'une petite... de toute façon, c'est une très grosse entreprise, très hiérarchisée, même 5 niveaux hiérarchiques, etc. Il y a un bureau des cadres. A priori, on se dit que ça ressemble à une entreprise classique, mais ce serait quand même vraiment dommage de dire que dès que la taille s'élève, il faut arrêter la démocratie et revenir aux sociétés à capitaux. Ne serait-ce que... il me semble que quand même... pour dire c'est ni tout blanc ni tout noir. D'une part, elle est toujours là. C'est la seule entreprise de câbles qui est encore en France, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très important dans les scopes aujourd'hui, c'est que les emplois restent sur place en fait. C'est pas des entreprises qui sont rachetables ou délocalisables, et c'est la seule. Donc il y a quand même tous ces emplois qui sont toujours là, et la priorité, ça reste toujours de sauver les emplois sur place. Donc ça, c'est important. Et ensuite, comme je le disais, même si il y a tout de même toute une série de fonctionnements informels, de dispositifs, etc., qui font que c'est pas une entreprise comme une autre. Déjà le fait que justement les salariés aient plus ou moins la sécurité de l'emploi, parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est très difficile il y a des licenciements dans les scopes, mais ils sont beaucoup plus rares que dans les entreprises classiques. Ça leur donne quand même aussi un statut, une assurance, etc., qui fait que ils s'emparent des dispositifs de participation. Il y a énormément donc, de commissions, de dispositifs pour consulter les salariés, même s'ils sont pas toujours, ils se plaignent de ne pas toujours être écoutés. Mais il y a quelque chose qui est aussi important dans les scopes, c'est l'image en fait. La scope a une image un peu d'entreprise modèle à faire respecter, alors qui ne correspond pas toujours à la réalité, mais qui peut aussi la contraindre. Et cette entreprise-là, il y a des syndicats aussi. Je pense que les syndicats sont importants dans les scopes aussi, parce qu'ils sont aussi là pour rappeler un peu les principes fondateurs. Et donc, pour dire que c'est une démocratie qui ne fonctionne pas comme dans une petite scope militante, CGT, etc. Mais il y a quand même, pour moi, je pense que la taille n'est pas vraiment un obstacle à la participation des travailleurs, même si c'est sous une autre forme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur les priorités écologiques qui sont, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est le secteur d'activité. Donc il y a des entreprises, il y a des scopes engagés, beaucoup en fait, dans les enquêtes par questionnaire que j'ai vu, il y a beaucoup de scopes qui sont très engagés sur les questions de l'environnement, etc. Mais les scopes que j'ai vus, c'était pas des scopes, c'est pas des entreprises qui ont été faites pour être scopes, elles ont été reprises en scope ensuite, ou elles se sont transformées en scopes, et c'est des entreprises insérées quand même dans l'économie capitaliste classique. Câblor, elle fabrique des câbles pour l'automobile. Scopti, c'était les tisanes éléphants. Maintenant ils font un thé qu'ils essayent de faire plus justement respectueux de l'environnement, etc. Mais a priori, c'était pas des usines qui étaient construites pour ça. Mais quand même, il me semble que la forme scope peut être un
facteur hein, qui va vers des redirections vers d'autres priorités, notamment l'environnement, ne serait-ce que parce que les décisions sont prises collectivement et pas dans le but unique de monter les profits. Et donc on peut se dire que ce processus-là, il fait aussi qu'il y a une sorte d'intelligence collective hein, qui est sensible à l'intérêt général et que les préoccupations écologiques, à mon avis, vont être plus facilement prises en compte dans une scope par une assemblée qui discute et qui parle d'intérêt général, parce que quand on parle ensemble, on parle d'intérêt général, que par des actionnaires qui veulent augmenter les profits. Petite précision, c'est la question écologique est un peu pour résumer, mais en fait la question de femmes, races, etc. est exactement la même. Oui, c'est comment on redirige sur un objectif d'une autre civilisation. C'est pas simplement de verdir l'affaire. Oui, sur l'écologie, oui, je complète un petit peu ce que tu dis. Moi, j'ai fait pas mal d'enquêtes dans les scopes des années 2010 à 2015, donc c'était cette période-là. Moi, il y a une chose qui m'a frappé et qui complète ce que tu dis, c'est que si je regarde la théorie économique, on va dire quand on est en scope, on a un objectif, maximiser la valeur ajoutée, puisqu'on récupère la totalité de la valeur ajoutée sous forme de revenus. Voilà, ça c'est la théorie économique. Et dans mes enquêtes, j'ai été très frappé qu'en fait, tout le monde avait une pensée écologique et l'avait intégrée. Là, je vous parle des années 2010 à 2015, je ne vous parle même pas de 2020. Pourquoi? Parce que le thème de l'écologie commençait à venir. Et en même temps, et c'est ce que j'ai compris en interviewant les gens, alors quand je dis à différents degrés, c'est poussé dans certaines scopes, dans d'autres c'est une petite pensée, on va changer ce qui se faisait avant, on va améliorer, donc ça allait à différence des gens. Mais en tout cas, il y avait une chose que j'avais remarqué, c'est que toutes ces personnes avaient repris confiance en elles-mêmes et dans la maîtrise de leur boulot, et voulaient que le boulot qu'ils fassent soit beau vis-à-vis de la collectivité. Ça, je pense que c'est très important. J'ai l'exemple typique, alors moi j'ai l'exemple typique de la Fabrique du Sud et les glaces Label Aude. C'est vrai qu'avant, lorsqu'ils faisaient des glaces, ils faisaient des glaces avec des composants chimiques, du lait en machin, du lait en poudre, etc. Et leur premier truc, c'est de dire non, on n'est pas une multinationale, on raisonne autrement, on va ne mettre que des produits naturels, on va revenir à du lait entier parce qu'on veut des produits de qualité pour nos consommateurs. Et en plus, on s'appelle la Fabrique du Sud parce que notre objectif, ce n'est pas d'être leader mondial de la glace, etc. Non. Le truc, c'est de desservir essentiellement un marché local. Voilà. Donc il y a vraiment cette pensée, je crois, de la fierté du travail, et ça, je pense que c'est redonner le pouvoir à un individu sur le travail, c'est probable. Alors ça rejoint cette question que vous posiez, Yves et Julien. En quoi la scope est meilleure, est un atout? J'aime beaucoup ton interprétation, Yves, qui consiste à dire, oui, le travail en commun, c'est un acte politique qui est essentiel. Moi, je vais essayer d'apporter cette réponse à cette question que vous me posez. C'est, dans la scope, on a la maîtrise de son revenu. Alors, pas totale, puisqu'on est en relation de marché, on est d'accord. Mais on sait que ce qu'on va produire, on va le récupérer au moins. Ça, c'est déjà une chose, en intégralité. Il n'y a pas un profit qui part. Bon. Et en même temps, parce qu'on a le pouvoir, on est capable d'arbitrer la question du temps de travail avec la question de l'intensité du travail, avec la question du revenu que l'on se pose. Ça, je pense que c'est une question qui est fondamentale, qui est systématique, qui est pas forcément ouverte dans les scopes, je dirais pas systématiquement, mais qui est potentiellement ouverte et qui est déjà ouverte dans de nombreux scopes. Je l'ai vu dans l'exemple d'une des sociétés que tu as citées, où effectivement la question des horaires de travail a été reposée à la reprise, c'est l'entreprise de Drôme, où ça a été reposé dès le premier jour. On a dit, tiens, comment on maîtrise notre temps, comment on ne veut pas être prisonnier en quelque sorte du marché, et ça se fait par une espèce d'intelligence collective. Est-ce que dans la question du burn-out auquel on assiste, alors il y a une divergence entre la promesse et puis la réalité qui est souvent la cause, est-ce que la question du revenu n'est pas souvent cette question qui est posée? C'est non, je vois que visiblement la réponse est non, donc très très bien. C'est la question du temps peut-être, je ne sais pas, du temps, enfin c'est des questions de non. Bon, ok. Si vous pouvez préciser, ça serait... C'est la question de l'écart entre l'idéal qui est promu, quelle que soit l'organisation. Et c'est vrai que les entreprises à mission ou les entreprises coopératives, on a un idéal très fort. D'accord ? Et le problème, c'est souvent, c'est pas une question de quantité de travail, c'est pas une question de rémunération, c'est une question de l'écart entre la promesse de cet idéal et la réalité de ce que les gens vivent. Bon,
et puis il y a un dernier point qui me paraît important, c'est la question des injonctions. C'est quelque chose qui est arrivé dans le débat de la première table. On disait, ben, finalement, l'entreprise libérée, c'est une injonction à participer qui est posée. Et de même, je pense que dans les scopes, il faut faire attention à ne pas faire toujours une injonction de participer, parce que le rapport à ça est très différent. Et j'en reviens encore sur les démocraties. Ben, heureusement que l'abstention, on a droit à l'abstention. On peut le regretter qu'il y ait de l'abstention, bien sûr, ça montre que c'est une prise de système, mais l'abstention existe parce que c'est un droit fondamental de dire, bah oui, je ne sais pas, je n'ai pas envie de m'y intéresser, c'est une question de choix. Donc tout ça pour dire que pendant des années, je crois que l'idéal d'émancipation, il avait été mis dans un certain rêve de socialisme avec la figure de l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme nouveau, hein. C'était pas la femme nouvelle à l'époque, c'était l'homme nouveau, et je crois qu'il ne faut surtout pas reproduire ces schémas, il faut s'accepter tel qu'on est en tant qu'humain et apprendre à cheminer au rythme où on va venir. Alors, de ces 3 points, je veux dire, que j'ai abordés, moi je reviens sur un point que j'ai abordé dans mon propos liminaire, qui est la question de la sécurité économique. C'est, à mon avis, un point qui est fondamental à amener dans le débat politique. C'est l'idée de dire, oui, une partie de notre rémunération doit être déconnectée de la valeur ajoutée produite. Je pense que ça apportera une qualité civilisationnelle énorme. Lorsque je ne suis pas bien dans mon entreprise, eh bien, qu'on la quitte, cette entreprise. On ne la quitte pas, pourquoi? On ne la quitte pas parce qu'on a peur de ne pas en retrouver ailleurs. Mais à partir du moment où on instaure la sécurité économique qui garantit aux entités économiques du revenu de base mutualisé, cette peur de ne pas retrouver une entreprise ou de ne pas se poser en tant qu'indépendant digne, etc., ben, elle commence à disparaître. Et c'est une bonne chose quand on n'est pas bien dans une organisation d'un collectif, qu'on puisse le quitter. C'est un facteur justement d'émancipation, c'est très important ce point-là. Donc j'insiste là-dessus, c'est pour ça que je reviens sur la sécurité économique. Sécurité économique, il y a une version maximale de cette sécurité économique qui existe, qui est celle de Bernard Friot, qui consiste à dire je collectivise tout et puis il y a un système de grades. Je ne sais pas si tout le monde est fan des grades ici, mais je pense qu'entre les deux, il y a quelque chose qu'il est possible d'implémenter de façon à relativiser l'importance du revenu et de la valeur ajoutée à produire. Ça, je pense que c'est un point qui est fondamental, qui favorisera l'émancipation du travail, je le pense. Je propose qu'on arrête là la deuxième table ronde, voilà, même s'il y aura sans doute des prolongements, en remerciant l'ensemble des intervenants ainsi que Camille et Patrice pour la sonorisation. Merci beaucoup.